Alors, comme on vient de le voir, que des éléments positifs pour ce développement financier en Égypte et par-dessus le tout, la stabilité de l'économie. On peut quand même parler, en dépit des crises et de ce que vit le monde actuellement, surtout avec la crise du Covid-19, de la stabilité de l'économie égyptienne. Alors, quels sont les facteurs, à vos yeux, qui contribuent à la stabilité de cette économie? Oui. Je crois qu'il faudrait commencer par dire que l'Égypte est un pays qui fait partie du continent africain. L'Égypte, de sa position géographique, relie l'Afrique au Moyen-Orient et relie l'Afrique à l'Europe. L'Égypte se situe à l'angle de deux mers, la Méditerranée et la mer Rouge, qui sont reliées ensemble par le canal de Suez. L'Égypte possède une économie diversifiée. Et ça, c'est un grand atout. On verra plus tard comment que, cette diversification a aidé l'Égypte à s'en sortir, alors que plusieurs autres pays africains n'ont pas cet atout. L'économie égyptienne a tenu le coup grâce à un filet de sécurité qui a été étalé par le gouvernement sur le plan économique. Les initiatives prises par le gouvernement et les manœuvres économiques et structurelles, les plans financiers équilibrés et, je dirais, soutenus par le président de la République, ont donné à notre économie une certaine résilience face à Covid. Bon, ceci étant, le gouvernement a entrepris le suivant. 1 500 000 employés ont reçu, ils ont reçu une protection de chômage temporaire. De même, les factures des entreprises, les factures d'électricité, les factures de gaz ont été remises pour le mois de décembre. Les dettes qui étaient à rembourser, le remboursement de leurs dettes ont été transférées pour le mois de janvier. Donc, cette opération a coûté au gouvernement presque 6 milliards de dollars. Ces 6 milliards de dollars sont les mêmes 6 milliards qui ont été donnés, offerts par le FMI, le Fonds monétaire international, à l'Égypte pour pouvoir riposter contre le Covid. Donc déjà, la première des choses, ce que le gouvernement a fait avec ses politiques. Donc, cette couverture de chômage pour 1 500 000, les dettes qui ont été remises. En même temps, il faut savoir que l'Égypte profite, ou que le revenu de l'Égypte profite de 3, voire même 4 rentes, qui sont les suivantes. Le transfert de la diaspora, 27 milliards,8. Le tourisme, 12 milliards,6 de dollars. Les revenus du canal de Suez, 5,8 milliards de dollars. Les ventes d'hydrocarbures, 11,6 milliards de dollars. Donc, c'est ça les revenus de l'Égypte. En parallèle et en même temps, le gouvernement a investi énormément dans les infrastructures. Donc, ils ont entamé 3 méga projets nationaux, qui sont les suivants. La construction de la nouvelle ville administrative, de la nouvelle capitale administrative. Et quand on dit
en tête la nouvelle capitale administrative, ça emploie des centaines de milliers de personnes, ça emploie des centaines de milliers d'entreprises, ça ouvre la porte à des revenus et à faire vivre des milliers, des millions de personnes et d'ouvriers. Le gouvernement a entamé et a entrepris le doublement du canal de Suez, qui était un projet flash, qui était un projet d'honneur. Et là, on voit que tout le peuple, en ce moment, on a senti la solidarité du peuple avec le président, avec le gouvernement, et vraiment tout le pays est devenu une seule entité dans le but de réaliser ce projet très important qui a donné beaucoup de valeur au canal de Suez et qui était un cadeau de l'Égypte vers le monde, qui était un cadeau de l'Égypte donné au monde pour faciliter le transport et réduire le temps du passage des bateaux. En même temps, l'Égypte a travaillé pour développer la zone économique qui se trouve au bord du canal de Suez. C'est une zone énorme, très importante, et je dirais que le monde entier cherche à venir s'installer le long de ce canal de Suez, soit pour construire des usines et exporter directement les marchandises, soit pour stocker de la marchandise et puis les faire exporter directement à travers le canal de Suez. Donc, le gouvernement a investi dans ces trois méga-projets. En parallèle, il y a eu des projets nationaux, qu'on peut appeler toujours méga-projets, tels que, tout d'abord, la construction de presque 8000 km de route. 8000 km de route, c'est-à-dire d'ici à Assouan, 8 fois construire des routes. Et les construire dans le désert, entre les montagnes. En même temps, le gouvernement a construit 13 nouvelles villes. Et quand on parle de nouvelles villes, on parle de villes de la 4e génération. On ne parle plus des villes normales. Tout est automatisé, tout est, comment on dit en français, des villes intelligentes. Des villes intelligentes, voilà. Mais pas seulement des villes intelligentes, il y a des villes spécifiques, telles que, par exemple, El Roubeki. C'est une ville où l'on produira la peau. Le cuir. Le cuir, la tannerie. Donc, c'est une ville qui va ne faire que produire ce produit. Par exemple, une ville pour produire les médicaments. C'est une ville dans laquelle il y aura X laboratoires, des usines de production de médicaments. Il y a une ville sportive dans laquelle il y aura des stades, des terrains olympiques pour pouvoir réaliser et recevoir des compétitions internationales. Par exemple, la ville de Damiette, la nouvelle Damiette, pour les meubles. Et ça, l'Égyptien est très habile. Il s'y connaît très bien pour faire et produire des meubles que tout le monde apprécie et voudrait avoir et recevoir chez lui. Donc, voilà 13 villes intelligentes qui sont en train de se construire. En parallèle, il y a 22. Il y a des centres industriels qui sont construits dans 22 villes. Donc des centres industriels, qui dit centre industriel, dit des usines clés en main. Des usines qui sont préparées, qui sont prévues. Les investisseurs, ils viennent, ils payent, ils rentrent directement avec les infrastructures, avec les zones de stockage, avec les zones de livraison, et ainsi de suite. En parallèle,
le gouvernement a pris l'initiative de bonifier 1 500 000 fédans, ce qui est un projet énorme. 1 500 000 fédans de désert. C'est un projet pharaonique, je dirais, parce que ça prend vraiment du temps, de l'argent, de la transpiration, de l'effort. Actuellement, le gouvernement et l'État sont en train de réaliser, et ça c'est très important parce que le défrichissement de ces terrains attire des investisseurs qui sont intéressés pour avoir des terrains à défricher et puis à cultiver et ainsi de suite. Et ça, tout ça, ce sont des opportunités que l'Égypte propose et offre aux investisseurs. Bon, tout ça, Monsieur Victor, ce sont des projets qui vont apporter leurs fruits, Inch'Allah, on l'espère, très prochainement. Mais comment le gouvernement a-t-il pu hausser actuellement les recettes de l'État? Comment cela a pu se faire, avec toutes ces circonstances? Oui. Il est important de dire qu'il y a une politique qui veut redresser les relations économiques actuelles. Il n'est pas possible que l'Égyptien continue à vivre sur les... que l'Égyptien continue à vivre sur les... Ils sont en train actuellement d'éliminer les erreurs du passé, non, si on veut dire. Les subsides, pas les subsides, comment dire, sur les produits. Par exemple, l'essence. Oui. Maintenant, est à la substitution? Oui, il est à son vrai prix actuellement. Oui. Et du moment que tu payes le vrai prix de la chose, tu ne peux que redresser l'économie. Et tu ne peux que vivre mieux. Oui. Vivre mieux. Apparemment, c'est plus cher, mais ce n'est pas grave. Mais en réalité, tu redresses et tu égalises l'équation. On ne peut pas continuer à vivre sur la subvention que des produits subventionnés. Et l'État a mis le gouvernement a mis une politique sur des échelles petit à petit, quitte à éliminer et doucement, mais sûrement, les subventions qui étaient données à tous les services. Oui, mais les subventions, elles doivent être reliées d'une manière ou d'une autre avec les revenus des citoyens, n'est-ce pas? Oui, mais regardez, avec le Covid, avec tout ce qu'on vit, on n'a pas eu une pénurie de légumes, on n'a pas eu une pénurie de viande, on a eu de sucre, rien, de thé, rien. On mène une vie normale, malgré que d'autres pays, je dirais même en Europe, ils ont eu des crises et à cause de la pandémie, avec une manque de denrées sur le marché. Peut-être parce que dans les pays, surtout européens, ils ont quasiment tout fermé. Donc même les usines, la production, tout s'est arrêté pendant une certaine période, alors que tous ces services ont continué à fonctionner normalement en Égypte. Le gouvernement a opté, vous avez tout à fait raison, le gouvernement a opté pour un confinement allégé, pour ne pas faire souffrir l'économie, et à savoir le bâtiment, il a fonctionné quasi normalement. Oui. L'agriculture a fonctionné. Tous les services en fait. Oui. Et il y a eu juste une réduction des heures d'ouverture et de fermeture de certains magasins. Mais sinon, le confinement était vraiment équilibré et allégé. Oui. Ce qui a permis aux gens d'exercer leur vie, de gagner leur pain. Les ouvriers journaliers, ils ont eu leur journée à la fin du travail. Les employés, ils ont été travaillés. Ceux qui, à cause des séparations sanitaires, maintenant on connaît le travail de la maison à partir
à domicile. Et ça, par exemple, mes 3 filles travaillent à la maison à travers l'Internet. Tout est presque, enfin, sur le plan de l'éducation, de la recherche, etc., tout cela a fonctionné d'une Même manière... éducation, oui. Tout a fonctionné en ligne, en fait, Voilà. à distance. Et là, on a connu un autre genre de vie. Et ça, c'est le côté positif de cette pandémie. Donc, on a connu... et la numérisation des services, on le retrouve là-dedans, justement, dans cette façon de travailler. Alors, la vie ne s'est pas arrêtée. La vie a continué. Et je répète, le gouvernement a privilégié un confinement allégé pour donner la chance aux gens de... Par exemple, Oui, allez-y. actuellement, il y a une initiative très importante, Vie décente. Oui, Mais il faut comprendre que cette initiative fait partie et rentre dans cette lutte contre cette pandémie. Vie décente va s'occuper de presque 1 500 000 villages les plus pauvres en Égypte. Des gens qui ont vécu depuis le temps dans la pauvreté et dans le besoin, dans la nécessité. Et quand on dit ils vont s'occuper de ces villages, cela signifie qu'ils vont rentrer dans le village, il y aura des robinets avec de l'eau potable, il n'y aura plus de pompe. Qui dit robinet avec eau potable dit assainissement. Il faudrait des égouts pour évacuer cette eau. Donc il y aura des égouts. Il n'y aura plus des tranches. l'électricité, le gaz, etc. L'électricité, le gaz, le téléphone, d'un côté. Des maisons construites décemment, et non pas en terre battue. C'est fini ça. En parallèle, des écoles pour que ces gens puissent étudier et apprendre. À quoi bon de ramener l'eau, l'électricité, sans qu'on puisse... Parce qu'actuellement, tu as des villages avec une école qui se trouve à 15 km. Oui. Et des petits qui doivent faire le trajet 15 km aller-retour. Ou qui n'y vont pas directement. S'ils n'ont pas la santé ou les moyens, ils n'iront pas, c'est sûr. Bien sûr. Donc il y aura des écoles. En parallèle, il y aura un centre sanitaire, ils vont s'occuper. Parce que je ne dis pas des hôpitaux dans chaque village. Mais des services décents. Voilà. Voilà. Un centre médical. Et même des centres culturels aussi. Des centres culturels pour s'occuper du cerveau. Bien sûr. Pas seulement du corps, ni de l'estomac. Oui. En parallèle. C'est un projet très important. Oui, effectivement, c'est un projet qui a été loué par la majorité des organisations internationales. Mais on a un autre indicateur aussi positif pour le côté financier en Égypte et la baisse des dettes, qu'elle soit la dette extérieure ou la dette publique. Comment? Mais, je répète encore une fois, les politiques qui ont été mises en place par l'État, des politiques équilibrées, ont réussi à réduire la dette intérieure et avec un programme dont l'FMI a guidé les pas de nos économistes pour réduire les dettes extérieures. L'Égypte a réussi à réduire vachement, pas tout, Bien sûr. mais une bonne partie. Il faudrait, quand le président lui a posé la question d'où vous avez cherché cet argent, l'argent pour construire il a dit dans le budget il n'y a pas un seul rang qui est destiné à la Ce sont ville. des investissements. C'est le prix de revient des terrains vendus. Le prix de revient des terrains vendus qui est réinjecté dans. Et puis, avec l'ambiance
et l'état sécuritaire, avec la stabilité du pays, avec la confiance que les gens ont vis-à-vis de leur direction, avec la confiance que l'extérieur a vers l'Égypte, ça attire les investissements. Et de plus en plus, les investisseurs viennent. Si vous voulez parler de Tesla, pour construire une très grosse usine de voitures électriques. Vous voulez parler de Siemens, pour construire de tort et de travers des tas de centrales électriques. Vous parlez de Alstom, qui est un géant des locomotives et des trains. Si vous parlez de Bechtel, qui est un bureau d'études très distingué, ça c'est quelques exemples, mais je vois que beaucoup d'entreprises et beaucoup de chefs d'entreprise viennent rencontrer le président en direct pour dire on est là, on est prêt, on voudrait venir collaborer, venir s'implanter et travailler. La Chine qui va construire la plus grosse usine de filature et tissage au Moyen-Orient, la plus grosse usine. Et ainsi de suite. Bon, on va passer à un autre reportage maintenant qui concerne le centre d'information et de prise de décision relevant du Conseil des ministres qui a annoncé dans une infographie que les prévisions de croissance de l'économie égyptienne au cours de l'exercice fiscal 2021-2022 sont estimées à 4,4% grâce à l'augmentation de la demande mondiale et au projet d'énergie selon le magazine L'Économiste. Bon, on va voir maintenant un reportage et on le commente après. Les prévisions de croissance de l'économie égyptienne au cours de l'exercice fiscal 2021-2022 sont estimées à 4,4% grâce à l'augmentation de la demande mondiale et au projet d'énergie. Selon le magazine The Economist, a annoncé mardi le centre d'information et de prise de décision relevant du Conseil des ministres dans une infographie. L'infographie fait la lumière sur le rapport publié en juin 2021 par The Economist sur l'Égypte et les prévisions positives pour l'économie égyptienne jusqu'à l'exercice fiscal 2023-2024. Après avoir dépassé la première année de la pandémie de coronavirus et ses répercussions négatives ainsi que des attentes positives pour l'évolution des taux de croissance, des exportations et des importations de biens et services. The Economist a prévu la hausse de 13,5% des exportations de marchandises et des services au cours de l'exercice fiscal 2021-2022 par rapport à un taux de croissance de 8,5% au cours de l'exercice 2020-2021 et 21,7% lors de l'exercice 2019-2020. Le rapport souligne que les secteurs de l'énergie et de la construction resteront le principal moteur de l'économie au cours de la période à venir et s'attend également au redressement des secteurs du tourisme, de l'exportation et d'autres services. Donc, on voit des prévisions très positives pour l'économie égyptienne et les deux causes ou les deux domaines principaux pour cet avancement seront les deux domaines de l'énergie et celui de la construction. Donc, où sommes-nous aujourd'hui dans ces deux domaines? Dans l'énergie, avec la pandémie, l'année dernière, il y a eu une baisse de demande sur le gaz et le pétrole. Mais désormais, l'Égypte, ses exportations vers l'étranger en gaz et surtout en gaz liquéfié, car l'Asie commence à travailler et à demander
du gaz liquéfié. Donc, ça devient un grand atout pour l'Égypte. Du gaz liquéfié, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le gaz compressé est transféré en liquide. Sinon, comment il est exporté? S'il n'est pas liquéfié, il est exporté sous quelle forme? Normalement, il est exporté liquéfié, mais sinon, on a des réserves de gaz en gaz, qui restent gaz. Brut. Brut dans des sphères. Mais actuellement, l'Égypte est en train de liquéfier le gaz pour l'exporter vers l'Asie. Vers l'Asie. Et on le sait tous qu'avec les gisements de Zohr, l'Égypte possède une autosuffisance et du surplus à être exporté. Donc ça, c'est un atout très important et c'est un élément qui va vachement faire avancer l'économie égyptienne. Donc ça, il y a le pétrole, mais pas autant que le gaz. Et je pense, j'avais lu qu'il y a eu une deuxième découverte de gaz dans le delta. Mais toujours INI, mais ça n'a pas été déclaré ouvertement, pas encore. Alors, concernant la construction, l'Égyptien est un bâtisseur de par sa nature. Qu'il soit paysan ou pacha ou ingénieur, il est bâtisseur. Donc, il suffit de se promener soit sur les routes ou dans les rues pour voir que les bâtiments poussent comme du champignon. Et il y a un proverbe qui dit quand le bâtiment tourne, tout le reste fonctionne. Pourquoi? Parce que le bâtiment, pour faire un bâtiment, tu as besoin de ciment, d'acier, de bois. Tu as besoin de tissu pour les rideaux. Tu as besoin des clous. Tu as besoin du bois pour construire des meubles. Tu as besoin du carrelage, et ainsi de suite. Donc, si le bâtiment tourne, tout le reste suivra et fonctionnera. Donc, c'est très vrai. Nous, nous espérons que le bâtiment et l'hydrocarbure, ce sont l'avenir de l'Égypte. Mais ceci n'empêche que l'Égypte entame avec des investisseurs des grands projets d'énergie tels que Bemban, par exemple. Bemban est un projet énorme. Pour l'énergie solaire. Absolument, absolument. Et ils sont actuellement en train de construire une très grande usine sur une très grande superficie pour créer des plaques cellulaires pour produire l'énergie solaire. Voilà, l'énergie solaire. Donc, il y aura une usine ici qui va construire et produire ces plaques. Et c'est très normal qu'on dise que le bâtiment et l'hydrocarbure vont améliorer la situation économique, c'est normal. Bon, une question technique là, est-ce que le changement climatique peut affecter d'une manière ou d'une autre la production de l'énergie solaire? On est surpris par les saisons, une chaleur excessive en été maintenant pour l'Égypte par exemple et pour plusieurs pays d'Europe et une froideur infernale pendant l'hiver. Est-ce que cela peut affecter? Moi, je ne pourrais pas m'avancer sur cette question. Par contre, je peux vous assurer qu'il y aura toujours du soleil en Égypte. Il y aura toujours du soleil. Qu'il y ait du froid, bon, peut-être on aura un peu froid, mais ça n'empêchera pas que cette chaleur et ce soleil ne peut que nous que faire du bien pour nous, pour nos projets et pour notre énergie. Dans d'autres pays, par exemple au Canada, ils ont eu 43 degrés, il y a eu des morts. Oui. Il y a quelques semaines. Et en France, je veux dire l'été en France devient de plus en plus chaud. Devient de plus en plus chaud avec des transformations
dans le climat très important qui produit des déluges, hein, avec des personnes mortes et des démolitions des bâtiments en Belgique et en Allemagne, Portugal. Oui, tout à fait. Écoutez, moi j'ai une conviction que notre pays, je ne veux pas faire le darwish, mais c'est un pays béni quand même. L'Égypte est un pays béni. L'Égypte n'est pas comme tous les autres pays dans le monde. C'est un pays qui a été choisi. Et même avec tous les problèmes qu'on a maintenant avec le barrage El Nahda en Éthiopie, avec tous les problèmes qu'on a eu en Libye sur les frontières, avec les problèmes qu'on a eu avec la Turquie pour le gaz, tout ça, vous voyez que les choses se résolvent doucement. Et qu'il y a toujours une main qui intervient pour résoudre les problèmes et pour arrêter le mal qui peut arriver à l'Égypte. Je ne pense pas que les changements climatiques vont faire du mal à l'Égypte. On l'espère. Oui. Bon, 2 domaines ont aussi été mentionnés dans ce reportage qui vont affecter favorablement l'économie et l'épanouissement financier en Égypte sont le tourisme et les exportations. Donc, où sommes-nous maintenant avec le tourisme, surtout avec cette crise du Covid-19 et pour les exportations, quel est le plan de l'Égypte pour renforcer ces exportations? Le tourisme actuellement, je répète, on est à 12 milliards, 6 de dollars. Il faut dire que l'Égypte est en train de faire beaucoup de choses pour le tourisme. Et je pense qu'il y aura un boom. L'exercice 21-22, il y aura un boom du tourisme ici en Égypte. Regardez. Vous avez la grande musée qui va s'ouvrir bientôt et qui va se terminer bientôt, mais on attend le moment opportun pour faire l'inauguration. Qui sera une inauguration mondiale avec des présidents invités, des personnalités. Et je crois que le monde entier viendra visiter et voir les momies et le transfert. Le transfert des momies au musée de la civilisation n'est qu'un petit événement qui attire la curiosité du monde entier. Les gens veulent venir. Et tous les jours, il y a des découvertes, des nouvelles découvertes. Alors, le monde entier veut venir. En plus, en parallèle, les villes telles que l'Alamein, telles que... la nouvelle capitale? Non, je veux dire, le tourisme de la mer. Oui. Les gens qui viennent se baigner chez nous. Côtière. Côtière, voilà. Qui vient chez nous. Et l'Égypte est en train de préparer vachement ses côtes pour pouvoir recevoir d'une façon décente et respectueuse les touristes. Regardez, les Russes sont revenus. Oui. Après 5 ans, ils sont revenus. Les Allemands sont revenus. Les Français reviennent. Tout le monde revient. Ça, je crois qu'on n'a pas beaucoup à se faire illusion concernant le tourisme. Les gens viendront, les touristes reviendront, le porte-monnaie sera rempli. Pas facilement, mais il y a des gens qui sont assez intelligents, des responsables qui s'occupent de ça, et qui sont assez intelligents, assez sérieux, pour préparer le pays au retour du tourisme en Égypte. D'un côté. Les exportations, je crois que le domaine le plus important de l'exportation, c'est les hydrocarbures. Les hydrocarbures, car il y a une demande de gaz, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et puis autre chose, parce que l'Égypte a conçu des très grands des serres. Et maintenant en Égypte, il y a une production
excessive. Pour les fruits et les légumes? Voilà. Et ces fruits et légumes, on les retrouve maintenant dans les pays arabes. Les oranges égyptiennes, elles sont maintenant les meilleures sur le marché international. Envahit le monde entier. Ce n'est plus les oranges espagnoles. Voilà. Et il y a une grande amélioration dans la production, dans la réduction de la perte. Oui. Donc, je crois que dans le domaine des fruits et légumes, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'on a les atouts pour pouvoir exporter et envahir des marchés extérieurs. On va passer à notre dernier reportage pour ce soir qui concerne le FMI, qui prévoit une augmentation des taux de croissance du PIB égyptien en 2022 à 5,7%. Le Fonds monétaire international a prévu une augmentation donc du taux de croissance du PIB égyptien en 2022 pour atteindre 5,7% après avoir enregistré 2,5% en 2021. Donc il va presque doubler. Voyons ensemble un reportage et on en discute après. Le solde du compte courant reculera de 2,5% en 2026 et le taux de chômage devrait baisser en 2022 dans de grandes proportions, selon le dernier rapport du FMI sur les perspectives de l'économie mondiale. Le programme d'achat d'actifs APP, lancé par le gouvernement égyptien pour acheter des actions, a démontré son efficacité durant la période de la pandémie du coronavirus, a ajouté le rapport précisant que ce programme avait contribué à épargner aux compagnies la hausse des taux d'intérêt résultant de l'augmentation des rendements de la disponibilité des liquidités sur les marchés de financement. Le FMI a loué en février dernier les progrès réalisés par le programme de réforme économique égyptien qui a permis à l'État de faire face aux répercussions du coronavirus. Les indicateurs de performance financière égyptiens ont connu une amélioration sans précédent au cours de la période de juillet-mars de l'exercice 2020-2021 grâce aux politiques et réformes économiques et financières adoptées par le gouvernement qui ont abouti à la réalisation d'un premier excédent de 25 milliards de livres malgré les effets négatifs du coronavirus sur les activités économiques, selon les données du ministère égyptien des Finances. L'agence de notation internationale Fitch Ratings a prédit que l'économie égyptienne sera l'un des rares dans le monde à marquer une croissance positive durant la pandémie de Covid-19. L'Égypte récupère et retrouvera ses niveaux hauts de croissance d'avant-pandémie, a indiqué Fitch lors d'un colloque virtuel durant lequel elle a passé en revue les données macroéconomiques de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le produit intérieur brut réel de l'Égypte enregistrera 5% dans l'exercice 2021-2022 et cette dernière trônera en tête des pays de la zone MENA ayant réussi à récupérer leur taux de croissance avant l'éclatement de la pandémie selon Fitch. L'agence internationale met en avant le soutien apporté par l'État égyptien au secteur du tourisme et à la production du gaz naturel qui devrait augmenter cette année. Fitch invoque également d'autres facteurs de stimulation de la croissance comme les recettes du canal de Suez et les mesures prises par la Banque centrale qui a baissé son taux directeur de 350 points durant la pandémie. Bon, donc comme on vient de le voir, baisse du taux de chômage, augmentation du PIB qui va presque doubler comme on vient de le dire. Donc des attentes très positives pour l'économie égyptienne pour l'exercice 2021-2022. Quels seront les facteurs à la base de cet élan, de ce grand élan? Oui, ben, je crois que, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, le tourisme, on s'attend à un grand boom dans le tourisme. Le bâtiment, encore une fois, ce n'est pas parce que je suis architecte, mais c'est la vérité, quand le bâtiment fonctionne, tout le reste fonctionne autour et tout le monde travaille. Et il ne faut pas oublier que l'FMI, en respectant
ce taux de croissance en Égypte, cela permettrait à l'Égypte de bénéficier d'un financement supplémentaire de 1,6 milliard de dollars. Quel est l'intérêt du Fonds monétaire international à financer les pays? Ah ben c'est sûr. Oui, mais c'est quoi son intérêt? Parce que les gens qui ne sont pas économistes, ils ne comprennent pas très bien. Le FMI, quand il finance les pays, il le finance sous conditions. Oui. Et ces conditions sont pour redresser son économie. Et redresser l'économie d'un pays de 5, 10, 20, ça ne fait que redresser le monde. Et réduire... Donc son mandat, le mandat du Fonds monétaire international est de soutenir les économies du monde. Absolument. Réduire la pauvreté, réduire le chômage. Alors, nous, je répète encore une fois, les pas de nos économistes ont été guidés par l'FMI et résultat, actuellement, la réserve monétaire dans la banque centrale d'Égypte est de 45 milliards, 45, et des poussières. Ce qui est énorme. C'est signe de... l'épanouissement de l'économie. Et de la confiance de l'extérieur vers l'Égypte. Parce que ça, c'est de l'argent qui est mis. Non seulement de l'argent qui est mis, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a un progrès du remboursement de la dette extérieure. Voilà, absolument. Donc on tient nos engagements. Notre crédibilité vis-à-vis du monde extérieur augmente. Donc voilà. on est dans la bonne direction. Absolument. Monsieur Nagui, Victor, c'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct et un nouveau collègue. Au revoir.